C'est pas une tare d'avoir un épisode de vie difficile. La cyclothymie, je connais ça que depuis 1 an maintenant, mais avant pour moi c'était des dépressions. Beaucoup peuvent l'être, vu la simplicité des critères et de la définition. Votre cyclothymie aurait pu passer inaperçue, mais vous, elle a été révélée par vos traumatismes. Octobre est le mois de la sensibilisation à la santé mentale, un temps pour mieux comprendre les troubles psychiques et briser les tabous. Aujourd'hui, on parle de la cyclothymie, un trouble de la famille des troubles bipolaires. La cyclothymie peut se manifester par des hauts et des bas réguliers, des périodes d'énergie et d'enthousiasme, suivies des moments plus faibles, marqués par la fatigue, le doute ou le repli sur soi. Avec Tiffaine, on explore ce quotidien complexe et ses vagues émotionnelles pour mieux comprendre et sensibiliser à la santé mentale. Attention, cet épisode aborde des sujets comme la dépression et peut évoquer des sujets sensibles. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission du Coffee Break. Aujourd'hui, on reçoit Tiffaine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de dépression et de cyclothymie. Comment tu vas déjà pour commencer? Aujourd'hui ça va. Il y a des moments où c'est tendu, mais là ça va. Pour commencer, quelle est la différence entre dépression et cyclothymie? La cyclothymie, je connais ça que depuis 1 an maintenant, mais avant pour moi c'était des dépressions. Mais c'est des dépressions parce que j'étais sûrement pas suivie pour la cyclothymie, donc forcément je m'enfonçais. Mais la différence, je pense que quand on est cyclothymique, on n'est pas obligé d'être dépressif au point où j'ai été, c'est-à-dire hospitalisation. Mais il y a des moments de pas bien, ça c'est sûr. Parce que justement la cyclothymie, c'est soit on se sent bien, alors peut-être pas euphorique, mais on monte assez haut dans les émotions. Soit on descend bas, et c'est quand on descend bas qu'il y a la dépression. Donc ouais, je pense que ça reste lié quand même. Comment tu peux définir en 3 mots la cyclothymie? Humeur, interaction, dépression. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ces mots? La cyclothymie dirige un petit peu mes humeurs, je pense. Donc je peux me sentir bien sans raison et je peux me sentir mal sans raison. Et donc ça va influencer ma journée. Interaction, parce que ma cyclothymie, elle aurait pu passer inaperçue puisque c'est un trouble qui peut sûrement toucher beaucoup de gens, mais moi c'est dans mes interactions par rapport à mes traumatismes passés et donc mes interactions avec les gens. Donc si une personne va être positive avec moi, je vais être heureuse et joyeuse et limite un petit peu trop des fois. Et si la personne est plutôt malveillante et négative, je vais plutôt sombrer. Voilà, comme une éponge, mais dans mes interactions et pas forcément dans les émotions des gens. Et du coup, ça dirige beaucoup ton quotidien? Ah oui, tous les jours, au quotidien. Dans mon travail, je pense qu'avant j'étais derrière un ordinateur, le fait d'avoir aucun contact, je faisais vivre mes émotions. Donc si j'étais sur une bonne journée, ça allait. Si j'étais sur une mauvaise journée, ça se terminait pas. J'étais sans cesse sur ma mauvaise journée, mon mauvais sentiment. Et même là, dans mon nouveau travail, ça se passe plutôt bien, je suis en interaction avec des gens. Mais si j'ai un mauvais échange avec un collègue ou autre, par contre, ça pourra me miner. En plus, je ne sais pas le dire. Après, il suffit qu'une autre mauvaise interaction avec une autre mauvaise interaction, ça peut jouer. Mais c'est dans mon quotidien, c'est à moi de travailler là-dessus, à me dire que c'est pas la faute de la personne en face, elle a rien fait de mal, c'est moi qui ai mal pris quelque chose et qu'il faut que j'apprenne à gérer cette émotion. En gros, c'est ça, moi, c'est la gestion de mes émotions. Et t'as des astuces pour essayer de contrôler ça un peu? J'essaye de me raisonner en me disant que la personne n'a rien fait de mal, que c'est une interprétation de ma part, qui n'est pas forcément mauvaise et surtout qui n'a pas lieu de prendre cette proportion. C'est un travail permanent, donc en général quand ça arrive une fois de temps en temps ou une fois dans la journée, ça va, je gère, je passe à autre chose. Ça, j'ai appris à le faire. Quand ça s'accumule, je peux avoir du mal. Et à ce moment-là, je me ferme et si l'interaction est vraiment mauvaise, je peux même me mettre à avoir les larmes aux yeux. Mais est-ce que tes proches, est-ce que t'as du soutien? Comment ils interagissent avec toi? Pour la famille, ça va, ils comprennent tout à fait. Et c'est un gros soutien. Pour les amis, ça dépend. Après, ça dépend qui est au courant ou pas. Est-ce que certains sont pas au courant? Ouais, parce que je connais la cyclothymie que depuis 1 an, donc avant j'étais plus dépressive et les gens comprenaient pas. Et certains avaient même peur. Les gens savaient pas trop comment me prendre. D'ailleurs, encore certains me disent, des fois on sait pas comment me prendre, mais moi-même je sais pas comment me prendre des fois. Donc j'essaye déjà de me gérer moi avant de devoir gérer les autres. D'ailleurs, c'est plus facile pour moi de gérer les autres dans leurs problèmes que les miens. Est-ce que du coup t'as un côté un peu sensible aux autres? Sensible pour les aider, y a pas de souci, je suis toujours là pour aider. Par contre, j'ai appris à ne plus m'inquiéter tant que c'était pas utile. Avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, je me morfondais, j'étais mal, je m'étais en stress, tout était grave, rien n'allait. Là maintenant, c'est tant que le problème est pas réel. Et même quand le problème est réel, je me dis il y a l'étape d'après, on verra bien ce que donnera l'étape d'après. Une forme de protection en fait. Qui est peut-être une forme de protection, mais j'en souffre pas, donc je me sens même pas me protéger.
Mon vrai problème, moi, c'est mes interactions qui peuvent me flinguer. Par contre, les problèmes de la vie au quotidien, j'ai appris à... Alors bien sûr, des fois, il y a un petit peu de trop-plein, donc ça fatigue, ça m'épuise psychologiquement, donc forcément, en plus de la cyclothymie, donc, je peux vite me trouver épuisée. Tu disais que pendant des années, tu étais en dépression. Quand et comment tu t'es fait diagnostiquer? En fait, j'ai été hospitalisée en 2023 pour dépression. Quand j'ai expliqué au médecin mon parcours, donc ça faisait la 4e, 5e, enfin je compte même plus de dépression, mais sans hospitalisation. Donc c'était juste des épisodes de 1, 2, 3 mois où je m'étais un petit peu détruite pendant ce temps-là. Donc je fumais, je buvais, je perdais du poids. J'allais vraiment pas bien, je dormais peu et je me tuais au travail. C'était mes occupations, voilà. J'avais eu une fois, il y a longtemps, en 2012, une hospitalisation de 1 semaine seulement. Et en 2012, il n'y avait pas eu de diagnostic? Non, c'était juste une dépression liée à mon passé parce qu'en fait, j'ai connu le harcèlement scolaire pendant 4 ans, donc de la 5e à la seconde. Après, dans mes études, j'ai connu le harcèlement en alternance, j'ai connu le harcèlement sexuel. Et donc, comme je n'avais jamais rien dit à personne, que ce soit le harcèlement scolaire, pensant que c'était juste moi qui n'étais pas intéressante, et le harcèlement sexuel, pensant que c'était moi qui avait attiré, je n'en avais parlé à personne, donc en fait, cette dépression s'est installée petit à petit. Et donc le jour où elle est sortie, c'était suite à une rupture, où c'était la goutte d'eau. Donc j'ai été hospitalisée, mais c'était vraiment juste pour me remettre sur les rails, c'était plus parce qu'on me voyait m'enfoncer et que c'était juste pour me donner la petite solution. Et effectivement, j'ai cru, c'est pour ça que ça a duré qu'1 semaine et j'ai vraiment cru que ça allait se régler, et puis bon, bah finalement non. Celle de 2012, ça a duré 1 semaine, et celle de 2023? 5 mois et demi. Je pense que je n'allais pas très bien, je m'enfonçais tout doucement, mais je le voyais pas trop, puis bah j'ai fait une rencontre qui a appuyé là où ça faisait mal. Sauf que j'ai une tendance à toujours protéger les gens, même à ceux qui me font du mal. Donc pendant des mois, j'ai cru que cette personne était bienveillante et que c'est moi qui ne savais pas gérer. Je m'en suis voulu, en gros, je me suis un petit peu autoflagellée, ouais. Puis là, j'ai dit, j'en ai marre, ça fait trop de dépression, ça fait trop de gens qui peuvent m'atteindre. Je vois pas pourquoi je prends les choses comme ça à chaque fois, alors que j'ai suivi une psychothérapie pendant très longtemps et Il y a un suivi médical malgré tout après la première hospitalisation, ça? j'étais sur Paris, j'ai trouvé un psy qui m'a suivi pendant 7 ans au moins. Et qui à même un moment m'a dit bah là je crois qu'on a fait le tour, hein, vous avez les outils en main. Oui, je sentais que j'avais les outils en main pour plein de choses, mais que toujours, je suis célibataire, donc c'est mes rencontres avec les hommes qui allaient me poser problème et que je voulais rester en psychanalyse du coup. Sauf qu'après, on avait fait le tour, tant que je rencontre pas, de toute manière, il n'y a rien à faire. En plus, j'ai quitté Paris, donc avec ça, on a arrêté la psychanalyse. Et quand je suis revenue ici, en fait, je me suis sentie assez seule au début, contente de l'être en même temps. C'est ça qui est assez fou, mais je pense que ça a joué, ça a commencé à jouer puisque pas d'interaction. Mon boulot, le que je venais de trouver, n'allait pas. Et puis j'ai fait une rencontre qui n'a pas fonctionné. Et puis surtout, comme je suis persuadée de plein de choses, de par mon passé, c'est difficile. Et c'est toi qui as voulu cette hospitalisation? J'ai eu une première déception, après j'ai eu de longs mois seule où je me suis reconstruite, j'ai retrouvé un boulot, j'ai trouvé une association, voilà, j'avais ma petite vie. Et de là, rebelote, une rencontre qui se finit mal, et j'étais fragile. Et j'ai commencé encore une déchéance. Je fume, je bois, je travaille plus que de raison, je vois personne, et la perte de poids qui va avec, et tout et tout. Et en fait, je me mettais en danger, donc là j'ai dit non, c'est pas possible, faut que ça s'arrête, c'est épuisant toutes ces dépressions, j'en peux plus, j'en ai marre, donc là il va falloir trouver une solution. Donc du coup j'ai demandé une hospitalisation, je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit que là ça y est, j'étais prête pour l'hospitalisation, parce qu'elle me l'avait proposé 2 ans avant. J'ai dû attendre 15 jours, et là j'ai eu une place à l'hôpital, je pensais que j'allais rester 15 jours, un mois, et j'ai fait 5 mois et demi. J'ai fait 5 mois et demi, les 15 premiers jours je ne suis pas sortie de ma chambre, par contre je me forçais à manger, malheureusement l'hôpital m'aidait pas à ce niveau-là, c'était juste, fallait que j'aille au self et je faisais ce que je voulais. Ah, il n'y avait pas de suivi à ce niveau-là? Niveau nutrition, non. Mais j'étais là pour me soigner, donc je me suis forcée à manger. Donc c'était pas facile, hein. Des fois je pleurais devant mon plateau, mais j'ai fini par manger. Pendant 15 jours, j'ai pas quitté la chambre. Je voyais les infirmières, les médecins, tout. On me redemandait ce qui était normal, hein, mais on me redemandait les raisons de mes premières dépressions, de mon passif, de pourquoi, comment. T'avais l'impression de refaire. C'est ça, de reparler de problèmes qui pour moi étaient réglés, parce que je n'ai plus aucun mal à parler du harcèlement scolaire, je n'ai plus aucun mal à parler du harcèlement sexuel, je n'ai plus aucun mal à dire que je m'isole facilement et que si mes amis sont pas toujours présents, c'est parce que si, c'est parce que ça. Aujourd'hui, mon seul manque, c'est peut-être d'être avec quelqu'un, mais et encore, j'arrive à appréhender ma solitude, donc
J'avais juste besoin qu'on me diagnostique quelque chose, que j'étais TDA, bipolaire, tout ce qu'on voulait, mais il me fallait quelque chose parce que c'était pas normal. Pour toi, c'était autre chose que forcément qu'une dépression. Ouais, j'ai toujours eu la volonté de me soigner, de me guérir, d'aller bien, d'être bien, et sans raison, parfois comme ça, paf, je me sentais pas bien, je m'isole. Quand on me voit en soirée, on peut me voir très joyeuse et rigolote, tout comme très isolée à observer ce qui se passe autour de moi, mais à pas me mélanger aux gens. Donc non, pour moi, il fallait une raison. Autant de dépression, c'était pas normal. Pour des amourettes qui duraient même pas, en plus, la honte. Non mais sérieux, moi j'avais honte. T'as dit que tu t'es auto-isolée les premiers jours. C'était pour une certaine raison? J'étais fatiguée. Je voulais voir personne, je voulais parler à personne. J'étais là pour me soigner, mais il fallait que je me régénère et d'expliquer à tout le monde pourquoi j'étais à la clinique. Et pourquoi ci, et pourquoi ça. J'avais pas la force. Et la famille venait quand même? Je filtrais. Les appels aussi, je filtrais parce que forcément ils étaient inquiets, donc il fallait que je les rassure. Ils ont été mis au courant ou ils ont appris ça sur le tas? Non, je leur ai dit. Mais j'ai filtré, quoi. Je comprenais leur inquiétude. Donc le premier jour qu'on m'appelle, oui, le deuxième jour, le troisième, j'ai dit bon, stop. Donc ils avaient le droit de venir me voir sur autorisation de ma part. Mais voilà, puis ça s'est fait petit à petit. Après, ils pouvaient passer quand ils voulaient. Hein. C'était pas un souci. Tu t'es mis dans le mal. Est-ce que quand tu es arrivée, ils t'ont dit ah ok, t'as ça? Non. Alors, le premier médecin qui m'a enregistré, qui n'était pas mon médecin par la suite, ils sont tous spécialisés sur l'alcoolisme, mais lui particulièrement. Et du coup, quand je lui ai dit que le fait d'être en dépression dernièrement avait amené une consommation d'alcool plus élevée, il m'a enregistré en tant qu'alcoolique quand je suis arrivée. Donc non, le lendemain, quand il est repassé dans la chambre et qu'il m'a dit « Alors, votre problème d'alcool, je vais vous mettre sous, je sais pas quel traitement », je lui ai dit « Non, on s'est mal compris. J'ai bu, mais de la même manière que je fume ou que je ne m'alimente plus. » Pour moi, me mettre dans le mal, c'était... Alors effectivement, peut-être un suicide à petit feu, mais sans vouloir me suicider. Mais je pense surtout que c'était me punir de quelque chose. Et là, je pense que d'être dans le mal, au moins, t'es dépressif, voilà une bonne raison. Bam, allez, tu bois, tu fumes, là au moins tu peux te plaindre. Et du coup, le médecin ensuite qui m'a suivi, alors au début, il a voulu voir si j'étais pas TDA, puisque dans ma famille, il y a des TDA. Sauf que quand il regardait rien que ma chambre de clinique, il était là, non, vous êtes organisé, c'est rangé, vous savez où sont les affaires, vous savez ce que vous avez à faire et quand. Et il m'a posé d'autres questions, donc il m'a dit, vous n'êtes pas TDA, ça c'est sûr. Après, il a cherché le côté bipolaire parce qu'en fait, je lui ai raconté un épisode sous antidépresseur où j'avais été complètement euphorique, mais euphorique à dire des choses à ma mamie qu'il ne fallait pas dire. Ou alors, je devais prendre un train, je devais aller d'un point A à un point B. Et quand j'ai pris mes billets, j'ai fait l'inverse. J'ai pris le point B au point A, donc quand je me suis pointée à la gare, j'avais pas le train dans le bon sens. Et ça ne me ressemble pas du tout. Donc, il est sorti de la chambre en disant, bon, je vais étudier le cas de la bipolarité chez vous. Donc il s'est passé plusieurs jours où il a étudié, parce qu'il venait tous les matins dans la chambre, étudier mon cas. Il a appelé l'hôpital où j'avais été hospitalisée en 2012 pour avoir un diagnostic de l'époque. Et puis non, après il a dit non, vous n'êtes pas bipolaire. Alors j'avoue, j'ai été quand même rassurée, même si c'est pas une tare d'être bipolaire. Rassurée, mais pas forcément, parce qu'en même temps j'avais toujours pas le mot. Il a dû se tourner vers d'autres choses. Donc ça a mis du temps, il m'a longtemps observé. D'ailleurs j'étais sous antidépresseur à un moment que j'ai senti l'euphorie arriver, donc je suis vite allée le lui dire. Donc il m'a arrêté l'antidépresseur, il m'a mis sur régulateur d'humeur. Même si ça m'arrive d'être joyeuse, sortir de la cantine en sautillant, limite on m'aurait fait chanter. Non, ça c'est pas moi. Est-ce que du coup ils t'ont redonné un nouveau antidépresseur? Non, en fait ils voulaient me mettre sur régulateur d'humeur parce qu'ils voyaient bien que mon problème n'était pas forcément la dépression, mais ils savaient pas quoi, donc ils voulaient pas le changer mon traitement tant qu'ils savaient pas quoi. Et ça il l'a su à peu près à combien? Je sais pas, peut-être au bout de 2 mois. Il a quand même mis du temps parce que il voulait être sûr de lui, il avait plusieurs études à faire, il avait demandé des dossiers. Et donc un jour il vient et il me dit je pense que vous êtes cyclotimique. Et t'en avais déjà entendu parler? Pas du tout. Pas du tout, c'était du charabia, mais j'avais hâte de savoir ce que c'était. Et donc il m'explique que c'est un trouble qui est très peu connu, qui est de la famille un peu des bipolaires, mais sans être bipolaire. Enfin, c'est très particulier. Pour expliquer la cyclothymie, il faut donner l'exemple de la bipolarité, mais la cyclothymie n'est pas une bipolarité. La cyclothymie pourrait passer inaperçue, donc peut-être qu'on est très très nombreux à l'être. Vous êtes 1% de la population française à potentiellement l'avoir. Je suis rare. La cyclothymie est un truc qui est peu connu, même par les médecins eux-mêmes. Ça commence tout juste à être pris en compte, à être connu. Tel qu'il me l'a défini, et c'est ce que je pense moi, c'est que ça peut atteindre beaucoup de gens. Beaucoup peuvent l'être, vu la simplicité des critères et de la définition. Mais en gros, il m'a dit... Votre cyclothymie aurait pu passer inaperçue, mais vous, elle a été révélée par vos traumatismes. Donc en gros, si je n'avais pas été harcelée d'une manière ou d'une autre, si je n'avais pas eu certains différends par la suite, peut-être que je serais cyclothymique, mais pas visible. Et là où j'étais contente d'entendre ça, c'est non seulement j'avais un diagnostic, mais surtout, quand les gens me disaient « Mais pourquoi t'es comme ci, pourquoi tu réagis comme ça ?» Et je disais tout le temps « C'est lié à mon passé. »
Et quand je lui ai demandé si c'était donc les interactions avec les gens, il m'a dit oui. Et du coup, pour qu'il me fasse comprendre un peu mieux la cyclothymie, il m'a fait lire une BD. Très simple à lire, fascinante je trouve, tellement elle est simple et elle me représente exactement. Ça s'appelle Goupil les faces et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui était toute heureuse, tout allait bien, qui du jour au lendemain a des humeurs changeantes et mauvaises. Et elle est accompagnée à un moment par un petit renard, plein de couleurs, plein de vie, donc Goupil. C'est une BD, donc on passe d'une image à une autre, et celle-ci, elle me parle énormément, parce qu'en fait, c'est la jeune fille qui est heureuse. Alors elle dit, elle est guérie, elle est guérie. Et on la voit qui sautille, et puis juste sous elle, on voit une ombre, un renard noir. Et l'image d'après, on la voit qui chute dans le néant. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que aujourd'hui, je peux être complètement heureuse, et pourquoi, j'ai ma petite ombre là qui m'attend et je vais être pas bien. Depuis que je connais ce trouble, je travaille différemment, du coup, mes interactions avec les gens. Je dis pas que ça réussit toujours. Et du coup, du moment où t'as diagnostiqué ça, t'as plein de choses qui sont éclaircies, je pense, certains points. Je suis dépressive parce que je ne savais pas gérer cette cyclothymie, mais je suis pas dépressive juste pour être dépressive et surtout pour des raisons de merde. Ça a éclairci beaucoup de choses. Ça a permis aussi de m'expliquer avec certaines personnes. Un de mes frères et ma sœur qui ont lu ce livre, mon beau-frère, ma nièce, mais ils comprennent mieux déjà mes façons d'être par moment. Avec la BD? Oui, je l'ai acheté pour que mes plus proches puissent lire et comprendre. Il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, je voulais les lire, mais je vais attendre. J'essaye déjà d'appréhender à ma manière. Quand je sentirai une difficulté, un truc que j'arrive pas à faire, je lirai peut-être les autres livres, mais j'ai déjà beaucoup à faire avec cette info depuis peu de temps, mine de rien. Où tout mon monde tourne autour de cette cyclothymie. J'ai un traitement aussi. J'ai donc un régulateur d'humeur qui a été adapté. Donc à un moment, il était pas adapté parce que je grossissais trop. Donc on l'a changé. On a mis un traitement pour bipolaire, justement. On m'a donné ce traitement qui demande beaucoup de surveillance pour mes reins. Et surtout le dosage, parce qu'au début, j'avais un dosage trop faible. Et donc, en fait, toutes mes émotions étaient exacerbées. Donc je pouvais passer de la colère à la joie en un rien de temps, mais en plus de manière excessive, quoi. Donc je suis allée vite voir le médecin. J'ai fait « Oh !» On peut faire quelque chose où on me le change, mais là, ça va pas le faire. Du coup, t'as un suivi d'un professionnel à côté? Oui, mais que pour le traitement, pas psychologique, parce que de toute manière, le côté psychologique était plus ou moins fait de toute manière. Au niveau de la gestion de cette cyclothymie, que j'apprenne à vivre avec et avec ce traitement. Et t'as des aides financières pour ces rendez-vous ou pour le traitement? C'est la Sécu qui rembourse, et après, comme j'ai été longtemps en arrêt, j'ai été plus de 8 mois en arrêt, je suis passée en affectation de longue durée, donc à partir du moment où ça touche la cyclothymie, je suis remboursée à 100%. Après aussi, pour expliquer la cyclothymie, je le traduis comme ça, que ce soit du bonheur ou du malheur, je cogite tout le temps, et j'ai pas de répit parce qu'effectivement j'ai pas envie de penser à toutes ces choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai envie d'être en repos. Et non, j'ai jamais de repos, et en fait je pense qu'il y a ça aussi qui joue vachement, c'est qu'on s'épuise. Tu disais que du coup t'avais aucun moment de répit, comment tu arrives à gérer ça? M'étant assez isolée un certain temps et aimant ma solitude, même quand je suis dans un bon mood, tout le monde n'est pas forcément disponible ou prêt à faire ce que j'ai à faire. Donc je me retrouve assez facilement seule quand même. Donc dans ces cas-là, j'ai un moment de répit quand même chez moi. Et à l'inverse, quand c'est dans du mauvais, je vais m'isoler. Je vais être seule, je vais être au calme, au repos, je vais alors continuer à cogiter bien sûr, mais de pas avoir la présence des gens qui me disent comment je dois faire alors que en fait c'est pas aussi simple. Ça aide vachement. Et puis tout de même quand je suis en mode dépression, je veux voir personne. Donc il y a rien à faire, je veux me cacher, je veux pas qu'on me voit comme ça, je veux pas inquiéter les gens, ils sont déjà assez inquiets pour moi en général. T'as pas envie que tous les regards soient sur toi? J'ai toujours eu du mal à m'exprimer de peur d'être toujours jugée, critiquée, rabaissée. Donc c'est vrai que dès que je dois m'adresser à quelqu'un, je cogite forcément à ma façon de faire, à ce que je dis, à ce qui a été perçu, ce qui a été compris. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Ouais, toujours la peur de... Et alors que je suis loin de vouloir faire du tort. Au contraire, moi c'est moins il y a de conflits, mieux je me porte. Donc je vais plutôt arrondir les angles. Il y a ce problème-là, donc dans ma façon de dire. Et je le sais, donc des fois j'essaye de l'expliquer aux gens. Je sais que je peux mal m'exprimer, alors n'hésite pas à me dire si j'ai mal dit ou si je me suis mal fait comprendre. Enfin, je passe ma vie à m'excuser. D'ailleurs, je devais voir un ami. Je lui dis oui, je veux bien venir, mais je veux pas déranger, donc... Il me l'a renvoyé en pleine face. Il me fait, mais pourquoi tu me dis ça? Tu dis que tu veux bien venir, tu viens. Ouais, mais je sais, mais c'est un tic de langage. C'est devenu un tic de langage. Et j'ai un ami sur Paris qui disait, Tiffaine, c'est comme un diesel. Faut la chauffer longtemps, mais après, on l'arrête plus. Parce que pareil, j'ai eu le malheur d'être critiquée parce que j'aidais trop, ou j'en faisais trop pour les gens. Et à un moment, en fait, moi je sais plus où je dois me mettre, quoi. Après, quand j'en fais pas assez, on te voit plus, tu viens plus aider, ou t'as pas fait ça, il y a un moment, laissez-moi juste être moi. C'est-à-dire, laissez-moi aider, j'aime aider. On me dit qu'il faut que je pense à moi, mais penser à moi, c'est aider les autres, c'est ça qui me fait du bien. Alors, il y a peut-être un juste milieu à trouver, du temps pour moi. Quand on sait comment c'est dans ma tête, vaut mieux que je sois occupée à faire autre chose.
T'apprends à t'aimer. C'est encore compliqué, c'est un grand mot. Je vaux autant que les autres, ça c'est sûr. De là à m'aimer et à focaliser sur ma pomme, non. J'ai encore du mal dans mes rencontres à penser que je puisse être intéressante. Alors j'ai des copines qui me disent mais t'es intelligente, t'es intéressante, t'es même jolie, des fois t'es drôle. J'ai beaucoup de lacunes, je le sais, mais comme tout un chacun. Mais de me faire confiance et de penser que je peux intéresser... Ouais, j'ai encore du mal. Est-ce que la cyclothymie a aussi, entre guillemets, un côté positif? Ah, il y a un côté positif, c'est d'avoir un diagnostic, je suis très contente. Ça, c'est le côté très positif, même de l'histoire, qui peut me permettre aussi de mieux m'expliquer aux autres. Certains en face comprennent mieux, surtout mes réactions, et ça, c'est très plaisant. Maintenant, ça n'empêche que le démarrage de tout ça, c'est le harcèlement scolaire, c'est le harcèlement sexuel, c'est les gens qui se sont permis de juger sans savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux pas ça, je juge pas les gens sans savoir. Et est-ce que les médecins que t'as pu voir du coup pendant ton séjour à la clinique ont pu te dire aussi qu'au-delà du traitement il y a d'autres petites façons peut-être Je me rappelle pas avoir eu un conseil en particulier, alors après oui il y a forcément des pistes, aucune qui m'est convenue, ça c'est sûr. Alors après j'ai eu la chance par contre d'avoir un petit chat qui s'est perdu devant chez moi et ça me fait beaucoup de bien par contre. J'ai un compagnon, en plus il est tout câlin, tout gentil, tout mignon, comme sa maîtresse. J'avoue que ça m'a fait vachement de bien par contre, ouais, d'avoir une présence, un être à m'occuper. Pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est perdu sur ma terrasse, donc pourquoi moi? Il y avait plein d'autres maisons, mais non, c'était chez moi. 3 mois après la sortie de clinique, où je commençais à envisager un animal, mais je voulais voir si déjà je pouvais me gérer moi. Et au début, je voulais pas le garder, donc je voulais juste l'attraper pour le donner à une association pour qu'il soit adopté, et en fait, il m'a choisi, comme on m'a dit. Ce qui est assez dingue surtout, et c'est ça je pense aussi qui a joué, c'est que c'était un petit mâle, rouquin, et du coup à l'unanimité il a été nommé Goupil. Ouais, ça c'est ma petite partie, je me dis que rien n'arrive par hasard, et il est pas arrivé par hasard. Est-ce que t'as un message à faire passer à n'importe qui en fait qui peut potentiellement se poser des questions? Je souhaite aux gens qui sont dépressifs de le vivre qu'une seule fois et que ce soit guéri derrière, hein, parce que on peut tous avoir un épisode dans notre vie dans le bas. Ça, faut l'accepter. J'ai aidé plusieurs amis qui allaient pas très bien et je leur ai dit que c'était pas une tare de prendre un traitement pendant un mois ou deux. Si la volonté était d'arrêter, on arrêtait. C'était pas un souci. Après, ça dépend du degré, bien sûr, mais c'est pas une tare d'avoir un épisode de vie difficile. D'oser assumer la santé mentale, de plus en plus courante aujourd'hui. Avant, on en parlait peut-être moins parce que tout le monde devait être normal et c'était un épisode de vie qui traversait. Mais non, en fait, on n'est peut-être pas tous si normaux que ça et on a tous des cases. Et c'est pas une tare, ça permet juste d'expliquer les comportements, mais c'est pas forcément mauvais. Il n'y a pas de bonne ligne de conduite de toute manière d'une personne. Donc être dépressif c'est pas un problème. Par contre si ça se répète c'est pas normal. Et ça le médecin me l'avait dit. Il m'a dit après 3-4 dépressions c'est trop, vous en referez parce qu'il y a quelque chose. Plutôt que d'être dans le mal-être et persister dans le mal-être, persister dans la recherche psychologique. Il y a des faits qui peuvent jouer mais apparemment il y a des troubles qui peuvent jouer. Et une fois qu'on sait ça, ça fait vachement bien. Ça aide pas tous les jours parce qu'il faut y travailler tous les jours, mais ça aide vachement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de rentrer dans un peu ta vie de ces dernières années. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Coffee Break. Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit avis et de partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sans filtre et sans prise de tête.